welkom. Nous sommes très contents de pouvoir accueillir parmi nous ce soir Jean Bricmont, un intellectuel engagé que vous connaissez tous, grâce entre autres à ses prises de position courageuses contre les guerres des États-Unis et de l'OTAN, contre la politique israélienne, et aussi bien sûr grâce à son livre magnifique Impérialisme humanitaire. Monsieur Bricmont va d'abord répondre aux 3 questions que vous trouvez sur le petit papier que vous avez reçu, des questions sur lesquelles on s'était mis d'accord. Après cela, vous aurez l'occasion de poser vos autres questions et bien sûr de réagir à ce qui vient d'être dit. Je donne maintenant la parole à notre invité, Jean Bricmont. Ok, merci. Mais évidemment, dans les débats que j'ai en général, on me dit voilà, la Bosnie, le Kosovo, la Libye et tout ça. Mais je sais que quand je suis dans les milieux, on va dire de gauche ou progressistes, impérialistes, on me dit oui, mais il y avait la guerre d'Espagne et Cuba en Angola. Et en fait, je vais vous donner d'autres exemples aussi qui sont mentionnés dans le livre. Alors, d'abord, premièrement, il faut comprendre ce que dit le droit international. Le droit international ne dit pas qu'un État ne peut pas avoir l'aide d'un autre État pour se défendre. Par exemple, quand les Français et les Anglais sont venus en Belgique au moment de l'invasion allemande, un peu tard, mais enfin, ça c'était la faute des Belges, ils n'ont pas violé le droit international ce faisant. Donc, dans le cas du Cuba et de l'Angola, Cuba n'intervenait pas pour lutter contre une guerre, même pas une guerre civile à l'intérieur de l'Angola, mais une attaque de la part de l'Afrique du Sud. Ça, je vois pas... Enfin, moi, je ne suis pas spécialiste du droit, mais je vois rien dans le droit international qui s'oppose au fait qu'ils viennent aider un pays qui est victime d'une agression. On peut poser la question, moi à l'époque j'étais pas très chaud pour cette politique, d'ailleurs je sais que le PTB l'était encore moins, mais je l'étais pas parce que je me demandais ce que ça ferait pour les Cubains de faire ça. C'est-à-dire, si vous avez un enfant, il va mourir en Angola, est-ce que vous êtes prêt à sacrifier vos enfants? Ça c'est compliqué, mais ça c'était une question interne à Cuba sur laquelle j'ai pas d'opinion tranchée. Mais certainement, je ne vois pas du point de vue du droit international. On me donne aussi toujours l'exemple de la guerre d'Espagne. Mais en Espagne, il y avait un gouvernement non seulement légal, mais on va dire légitime, puisqu'il était élu. Dans d'autres pays, bon, il n'y a pas nécessairement d'élection, mais je distingue légal et légitime. Légal, c'est le gouvernement qui contrôle effectivement le territoire, et légitime, bon, c'est une question d'appréciation, mais c'est vrai qu'on peut dire, voilà, gouvernements dictatoriaux, bon. Mais ils sont quand même légaux. Donc, si vous avez... En Espagne, il y avait un gouvernement légitime et légal qui faisait face à une insurrection, d'accord? Insurrection qui elle-même était aidée par des pays étrangers. Donc je ne vois pas, en plus le droit international tel qu'il a été établi après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, n'existait pas à l'époque sous cette forme. Donc je ne vois absolument pas ce qui avait d'illégitime dans l'intervention des brigades internationales ou l'aide apportée à la République espagnole par l'Union soviétique, peut-être insuffisante, on peut discuter, mais enfin il y avait une aide. Et donc je vois rien là qui s'oppose à... Donc, bon. Mais je donne 2 autres exemples où là il y a une violation du droit international plus caractérisée et où on peut dire que l'intervention était défendable. Je crois que je les mentionne dans le livre, c'est des exemples que Chomsky donne souvent. Le premier, c'est l'intervention du Vietnam au Cambodge en 79. Donc, rappelez l'histoire. Je ne sais pas si vous connaissez tous l'histoire, mais donc la guerre du Vietnam, la partie américaine de la guerre se termine en 75 avec le retrait des Américains et l'effondrement des gouvernements qu'ils avaient installés au Laos, au Cambodge et au Vietnam. Au Sud-Vietnam, donc le Viet Cong et le Nord-Vietnam prennent le pouvoir. Au Cambodge, c'est les Khmers rouges qui prennent le pouvoir, qui sont officiellement un parti communiste, si on veut. Il était très peu, en fait, moi je me rappelle de cette époque, c'était des gens qui étaient très peu connus. On connaissait les Vietnamiens, ou on croyait connaître les Vietnamiens, mais on ne connaissait pas du tout le Viet Cong, le Khmer rouge. Et donc ils étaient dirigés par Pol Pot, Khieu Sampan, qui est en procès dans la justice internationale aujourd'hui, etc. Et il y a eu, là, il y a eu d'abord... Bon, ils étaient dans une situation très compliquée parce que... Phnom Penh était alimenté par l'aide américaine qui s'est arrêtée. Ils ont vidé Phnom Penh où il y avait des centaines de milliers de réfugiés des campagnes qui étaient venus. Ils ont renvoyé tout le monde dans les campagnes. Mais le régime a été très brutal. Il y a eu des morts qu'on évalue à des centaines de milliers, entre centaines de millions et plusieurs millions. Mais toujours est-il que ce gouvernement a été renversé en 79 par une intervention vietnamienne qui prétextait, comme toujours dans les interventions, des incidents de frontières. Mais... mettons que le prétexte n'était pas bon, l'intervention a eu au moins l'avantage de mettre fin au régime des Khmers rouges et d'avoir un régime un peu moins brutal
au Cambodge, je pense, enfin. Je sais qu'à l'époque, sur la base du droit international, moi j'étais pas très chaud, enfin j'étais pas très opposé, mais j'étais pas très chaud, mais c'est vrai que là on pourrait dire voilà, il y a une violation du droit international qui quand même a eu des effets positifs, bon. Et l'autre, évidemment, c'est l'intervention de l'Inde au Bangladesh, parce que lors de la création de l'Inde moderne, à la fin de la colonisation, on a créé le Pakistan, mais le Pakistan était fait de deux parties, le Pakistan occidental qui est le Pakistan actuel, le Pakistan oriental qui est le Bangladesh, qui n'était pas indépendant, c'était le même pays, mais c'était séparé par l'Inde, si vous voyez la géographie, l'un à l'est et l'autre à l'ouest. Et le Bangladesh s'est battu pour son indépendance, le Pakistan a envoyé des troupes, il y a eu des massacres horribles, les Indiens sont intervenus, ce qui a rendu le Bangladesh indépendant, mais de nouveau, je suppose que du point de vue du droit international, c'était très discutable. Donc, si vous voulez, le problème n'est pas qu'il faut s'opposer à toutes les interventions, mais laissez-moi donner une analogie avec le droit interne. Supposons que quelqu'un était, à l'époque de la tragédie de Julie et Mélissa avec Dutroux, etc., dans la maison de Dutroux, et tuer Dutroux et libérer Julie et Mélissa. Tout le monde applaudirait. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut faire une nouvelle règle comme quoi, quand vous avez de bonnes intentions, vous pouvez aller dans la maison de quelqu'un et le tuer? Non, évidemment. Donc, le problème est toujours compliqué, c'est que le droit peut être défendu, mais surtout dans quelque chose d'aussi compliqué que le droit international et d'aussi sous-développé que le droit international, parce que il n'y a pas de police internationale et tout ça, c'est l'idée qu'il faut défendre, mais ça ne veut pas dire que dans tous les cas concrets, il faut la défendre. Ça ne veut pas dire ça. Mais le problème aussi, c'est que dans les exemples que j'ai donnés, ce sont des pays, Cuba, l'Inde, le Vietnam, qui, bon, peut-être de façon pas tout à fait sincère, mais en principe, reconnaissent les principes du mouvement des non-alignés, de non-ingérence, etc. Le problème que j'ai avec les pays occidentaux et l'idéologie de l'ingérence humanitaire, c'est qu'elle s'est développée comme idéologie majoritaire dans nos pays. On l'a vu lors de la Libye, il y avait eu un seul vote au Parlement contre l'intervention, même pas des soi-disant fascistes, qui pour moi prouvent qu'il n'y a pas de fascistes, parce que les fascistes honnêtes ne feraient pas une guerre humanitaire, mais bon, donc même pas le blâme de dingue. Et donc, si vous voulez, vous avez une unanimité en Occident, et c'est ça évidemment que je critique et que je trouve dangereux. Je ne prétends pas instaurer des règles, si vous voulez, universellement valables dans tous les cas, mais ce que je trouve dangereux, évidemment, c'est cette idéologie qui, malgré les problèmes en Irak et en Afghanistan, a fait l'unanimité lors de la Libye, et fait encore maintenant presque l'unanimité sur la Syrie, sauf qu'en Syrie, il y a les Russes et les Chinois, les Syriens ont l'air d'être capables de se défendre, donc il y a des hésitations sur le plan tactique, d'accord? Mais si les Syriens étaient aussi faibles que les Libyens, on irait, je pense. Et l'Iran, c'est pareil, c'est parce que l'Iran sait se défendre, ils ont des missiles, ils ont des Hezbollah, etc. Mais sinon, ils attaqueraient. Donc on est dans une situation, si vous voulez, où il y a une tension, et c'est ça ce qui me préoccupe, c'est cette légitimation de la guerre comme moyen de résoudre les problèmes internationaux, cette destruction du droit international tel qu'il existe. C'est très différent d'avoir des exceptions qu'on peut discuter, et puis des gens qui voulaient en fait ériger l'exception en règle. Bon, je ne sais pas si le monde a changé tellement depuis 2005, mais moi j'ai changé d'avis sur beaucoup de choses. Je ne renie rien de ce qu'il y a dans le livre, mais j'avais une analyse, et ça va peut-être vous choquer, parce que je suppose que Intal est assez marxiste. J'avais une analyse, j'étais prudent sur les questions, l'aspect idéologique, si vous voulez, des guerres par opposition aux aspects économiques. Laissez-moi voir si je cite ça, c'est une... je ne sais pas si je le cite. Ah oui, c'est ça, oui, bon. Donc, si vous voulez, dans la façon, disons, que j'entends toujours, par exemple, chez mon ami Michel Collomb, d'expliquer les guerres, c'est toujours par des raisons économiques, en général pétrolières. On dit, voilà, il y a des guerres, voilà, il y a des ressources pétrolières, on fait la guerre pour les accaparer, les piller, etc. Quand j'ai écrit le livre, en tout cas pour l'Irak, je commençais à avoir des doutes là-dessus. Et maintenant, j'ai encore plus de doutes pour la guerre en Irak, encore plus pour l'Iran. Et je pense qu'il y a aussi une vision, donc ça c'est la vision entre guillemets matérialiste, dans la terminologie marxiste, et il y a une vision entre guillemets idéaliste qui est qu'en fait les guerres sont motivées par des considérations idéologiques, religieuses, par exemple les guerres de religion. Un marxiste peut dire, voilà, les guerres de religion en réalité étaient des guerres pour des intérêts économiques déguisés, mais quelqu'un qui serait idéaliste dit non, les gens ont fait la guerre de religion parce qu'ils croyaient réellement en religion et ils s'entretuaient à cause de leur opposition religieuse. D'accord? Vous voyez, ça va? Je ne sais pas si, parce que je ne vous connais pas, je ne sais pas si la terminologie, si c'est clair ou c'est pas clair. Donc interrompez-moi aussi si c'est pas clair, hein, ou toi tu m'interromps si c'est pas clair. Mais
Donc, il y a une opposition, si vous voulez, entre deux visions des choses. D'accord? Et moi, j'étais déjà sceptique sur la question des intérêts économiques, parce que, surtout en Yougoslavie, pour moi, il y a une dynamique interne de l'impérialisme humanitaire, qui fait que, par exemple, dans un pays comme la Belgique, il a été impossible, dans les médias, dans les intellectuels, dans le Parlement, etc., de s'opposer à la guerre en Libye, alors que les intérêts belges dans la guerre en Libye ne sont pas évidents, et on a dépensé de l'argent pour ça, c'est pas évident ça nous a rapporté. Je me rappelle d'ailleurs un article du Vif qui n'était pas content parce que les Libyens avaient mis le drapeau de tous les pays, sauf qu'ils avaient oublié les Belges, quoi. Donc, je ne crois pas qu'on va récupérer énormément d'argent de cette affaire, et je ne vois pas d'intérêt économique direct, et je ne voyais pas directement non plus dans la guerre en Yougoslavie, par exemple. Maintenant, il faut évidemment toujours s'entendre. Dans toutes les guerres, il y a toujours des intérêts économiques, parce qu'il y a des marchands de canons, il y a des gens qui vendent des boutons de guêtre, etc. Donc il y a toujours évidemment des intérêts économiques, toujours. Mais la question est de savoir si les intérêts économiques priment sur les inconvénients, sur les dépenses, parce qu'il y a des dépenses militaires, il y a les bases, il y a tout ça. Alors, une explication des guerres, disons, il y a une explication économique qui est marxiste, qui est que la classe dominante en tant que telle calcule ses intérêts et va à la guerre. Qui est un peu la théorie aussi, ou la théorie du conflit de l'impérialisme, qu'il y a dans le livre de Lénine, etc., l'impérialisme, le stade suprême, etc. Mais vous avez aussi la vue qu'il y a des groupes bien déterminés qui poussent à la guerre pour leurs intérêts particuliers ou pour leurs perspectives idéologiques particulières, par exemple des religieux ou des idéologues, etc. Et aussi des groupes, des intérêts économiques, le lobby militaro-industriel, par exemple, aux États-Unis. Mais évidemment, le lobby militaro-industriel, on va me dire, il répond à des intérêts économiques, ça c'est vrai, mais ce n'est pas nécessairement les intérêts de la classe bourgeoise, si on veut faire une analyse marxiste, là j'ai rien contre cette analyse-là, en général, de la société en son ensemble, parce que Walmart, General Motors, General Electric, etc., n'ont pas nécessairement les intérêts du complexe militaro-industriel de Lockheed Martin, etc. C'est un peu compliqué. Et il y a des voix quand même aux États-Unis qui analysent, si vous voulez, un excellent site anti-guerre que je vous conseille, c'est antiwar.com, qui est un site libertarien, donc ce sont des gens nominalement de droite au point de vue économique, si vous voulez, ils ne sont pas du tout anticapitalistes, ils sont pro-capitalistes, ils sont ultra-libéraux, mais ils sont ultra-intervention. Et comme je l'ai dit depuis des années, ça m'a fait beaucoup réfléchir aussi, parce qu'eux, ils disent tout le temps, ces guerres nous coûtent une fortune et c'est très mauvais pour les États-Unis, c'est très mauvais pour le pays, c'est mauvais pour la Constitution. Ou Ron Paul, si vous connaissez Ron Paul aux États-Unis, c'est le principal opposant des guerres, mais il n'est sûrement pas anticapitaliste, il est ultra-capitaliste, mais il estime, il est ultra pro-marché libre, mais encore maintenant, j'ai une déclaration tout à fait remarquable de Ron Paul qui a lu au Congrès hier, pour s'opposer à une résolution maintenant qui est vraiment un truc à tomber par terre, qui s'appelle, je vais le dire quand même en anglais, United States Israel Enhanced Security Cooperation Act. Donc ils proposent maintenant un acte, qui est en fait un acte pratiquement de déclaration de guerre à l'Iran, où ils disent qu'il faut aider Israël à préserver sa supériorité militaire qualitative au Moyen-Orient, et ils réaffirment l'engagement constant des États-Unis pour la sécurité d'Israël comme État juif. Donc ça c'est très fort parce que les États-Unis ne sont peut-être pas un modèle de laïcité pour moi, mais c'est pas non plus un État en principe chrétien s'il est quelque chose. Mais c'est assez extraordinaire parce que vous ne pourrez pas définir par exemple les États-Unis comme un pays chrétien, même s'il y a 80% ou 90% des gens qui sont chrétiens là. Donc vous ne pourrez pas le définir comme chrétien, mais l'Israël on peut le définir comme État juif et dire que la sécurité de cet État est essentielle. Et donc la critique qu'il fait, c'est il dit évidemment, c'est de nouveau un truc qui marche pour les interventionnistes et le complexe militaro-industriel. Et donc moi j'ai tendance à penser que la dynamique de l'impérialisme humanitaire, qui est un mélange entre évidemment le complexe militaro-industriel, la dynamique de l'impérialisme humanitaire et, ça on va arriver au point délicat, le sionisme, qui n'est pas tout à fait la même chose que l'impérialisme humanitaire, mais qui pousse dans la même direction. Et qui, évidemment, ça nous amène à la sécurité d'Israël, c'est qu'il nous amène toujours à pousser, si vous voulez, au Moyen-Orient particulièrement, à des guerres contre les ennemis présumés ou les ennemis d'Israël. Mais évidemment, au Moyen-Orient, ils ont beaucoup d'ennemis. Donc, évidemment, Saddam, maintenant il y a Assad, il y a l'Iran, il y avait Kadhafi. Il ne faut pas oublier que Kadhafi,
il a fait des déclarations très très fortes sur Israël, qu'on aime ou pas Kadhafi, c'est autre chose. Mais enfin, moi j'ai vécu aux États-Unis, je peux vous assurer que dans les milieux sionistes, ils n'aimaient pas beaucoup les dirigeants qui parlaient de la solution à un État, du droit au retour et tout ça, surtout pas très populaire, ça on peut pas dire. Et donc, ils les détestaient au-delà de toute raison. Et donc, pour moi, la dynamique psychologique, si vous voulez, l'aspect, les facteurs psychologiques dans les guerres ne peuvent pas être ignorés. Et donc, je ne veux pas réduire ça. Et donc, je vais quand même vous lire, parce que je trouve que cette phrase de Russell, donc c'est un livre que je vous recommande, d'ailleurs, ça s'appelle La pratique et la théorie du bolchevisme. J'aimerais bien qu'on le réédite en français, mais je l'ai en français, si vous voulez, il est sur le web et il existe en anglais, il est réédité régulièrement en anglais, de Bertrand Russell, qui est un livre tout à fait remarquable qu'il a écrit à la fin de la Première Guerre mondiale. Il avait été opposé à la guerre, et quand il y a eu la Révolution d'octobre, tout le monde autour de lui était très enthousiaste de la Révolution d'octobre, puisque ça sabotait l'effort de guerre qu'ils avaient essayé d'arrêter pendant des années. Il a été en 1920 dans une délégation du Parti travailliste anglais en Union soviétique. Il a rencontré Lénine, Trotsky, après il a même vu, après il était en Chine, il a vu Mao, etc. Il raconte tout ça, c'est très intéressant. Et dans son livre, il raconte la théorie de la pratique du bolchevisme, c'est vraiment un livre qui, pour moi, est nuancé sur l'Union soviétique, mais qui dit pratiquement tout ce qu'il y a à dire en 1920 et tout ce que BHL et tous les autres ont dit 50 ans plus tard, ou 70 ans plus tard, ou 60 ans plus tard, exagéré. Et c'est avant Staline, c'est avant tout ce que vous voulez, tout ce qu'on dit sur l'Union soviétique et Staline, etc. Mais je voudrais dire que sur la critique du marxisme, donc la pratique, il voit l'installation de la dictature et comment ça fonctionne, et la théorie, c'est le marxisme. Alors il dit désirer son enrichissement personnel est relativement raisonnable. C'est raisonnable de vouloir avoir de l'argent, si vous voulez. Pour Marx, qui avait hérité des économistes britanniques orthodoxes, la psychologie rationaliste du XVIIIe siècle. Donc il veut dire psychologie qui veut que l'être humain soit inspiré par la recherche de son intérêt, comme chez Adam Smith. L'auto-enrichissement semble être le but naturel des actions politiques de l'homme. Mais la psychologie moderne a plongé bien plus profondément dans l'océan de folie sur lequel flotte incertaine la fragile barque de la raison humaine. L'optimisme intellectuel d'un âge passé n'est plus possible pour celui qui étudie actuellement la nature humaine. Il écrit ça à la sortie de la guerre. Et il avait vu tant de gens, par exemple, se battre, s'engager volontairement. Quand la guerre a éclaté, par exemple, tous les jeunes Anglais chantaient la Marseillaise avec des drapeaux, etc. Il y avait un enthousiasme dont on ne peut pas attribuer à des causes purement économiques. Il dit cet optimisme persiste dans le marxisme, faisant en sorte que les marxistes sont rigides lorsqu'ils traitent de la vie de l'instinct. La conception matérialiste de l'histoire est un exemple typique de cette rigidité. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut méditer, sur lequel on reviendra peut-être après. Et donc moi, j'attache, si vous voulez, dans la question du Moyen-Orient, les facteurs idéologiques, comme je dis en particulier le sionisme. Alors on peut dire évidemment c'est l'intérêt économique d'Israël, mais ça se discute, parce que de nouveau, l'occupation des territoires, par exemple, c'est pas un grand intérêt économique. Évidemment, il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts des colons, mais ça coûte combien à l'État? Il faut toujours faire... Si vous allez chez le boucher, vous achetez de la viande, vous sortez, vous dites voilà, j'ai de la viande, oui, vous avez dépensé de l'argent. Si vous comptez que les bénéfices et vous pas comptez les coûts, si vous prenez par exemple l'impérialisme américain, il y a 700 ou 800 bases dans le monde, ça coûte une fortune aux contribuables américains, y compris aux capitalistes américains qui ne sont pas liés directement au complexe militaire-industriel. C'est des emprunts qu'ils font à la Chine, c'est des dettes qu'ils accumulent, etc. Il y a des tas de gens dans la bourgeoisie, si vous voulez, américaine, qui s'inquiètent de ça. Vous dites, mais qu'est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on dépense, dont Ron Paul, mais pas seulement lui, qui s'inquiètent de ça, qui ne sont pas du tout des petits gauchistes comme nous et qui veulent limiter cette dilapidation d'argent. Et évidemment, les 3 milliards qu'on donne chaque année, free of charge, à notre cher allié au Moyen-Orient, qui est Israël, qui n'est pas leur allié, qui ne fait rien pour eux, qui les traîne dans la boue pratiquement, parce qu'il leur dit voilà, maintenant vous allez attaquer l'Iran, vous allez prendre des mesures, vous allez prendre des sanctions, ça ne rime à rien. L'Iran, dans le cas de l'Irak, on peut encore me dire que, bon, ils ont été pour piller le pétrole, mais il ne faut pas oublier que maintenant les compagnies chinoises extraient du pétrole d'Irak. D'accord? Mais les Chinois, ils n'ont pas dépensé un radis, hein? Rien. Et ils vont quand même en Irak piller le pétrole, si vous voulez, les Américains aussi, mais finalement il y a un marché, contrairement à ce que je croyais. À l'époque, je croyais qu'ils allaient mettre la main sur le pétrole, mais en fait ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont peut-être pas fait parce qu'ils ne pouvaient pas. Mais il faut aussi se rendre compte que beaucoup de milieux liés aux compagnies pétrolières américaines étaient contre cette guerre. Et ça, c'est un truc qui m'a fait réfléchir. Parce que Petras, par exemple, qui est un marxiste tout à fait orthodoxe, a écrit des tas de choses là-dessus. Il m'a dit quand il est venu en Belgique, il m'a dit qu'il avait examiné tout toute la littérature sur des compagnies pétrolières, etc., et qu'il n'y en a aucune qui était pour la guerre. Et ça fait réfléchir. Baker, qui était un type très lié à l'industrie du pétrole, était contre la guerre. Bush père aussi. Donc,
on se rend compte que c'est un peu simple de croire que la guerre était seulement motivée par des intérêts pétroliers. Par contre, et pour l'Iran, personne ne pense même occuper l'Iran. Donc personne ne pense, entre guillemets, piller le pétrole de l'Iran, on veut seulement détruire leurs installations nucléaires. Et qui veut le faire le plus? Ben, c'est Israël et ses alliés. Et puis évidemment, un certain nombre de gens disent oui, la statue des femmes, des homosexuels, etc. Bon, on mélange un peu tout le bazar, mais je veux dire, on fait de l'agitation contre l'Iran, mais c'est purement, comme je dis, en fin de compte, idéologique, si on veut bien admettre le fanatisme israélien comme une espèce de religion. Bon. Moi, j'ai pas d'analyse, comment dirais-je. D'abord, je suis pas arabe, j'ai jamais vécu là, je connais pas la langue. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que moi, je ne veux pas, et je le dirai encore à Manifesta, parce que je vais venir à Manifesta, que moi, je ne parle pas du printemps arabe parce que je ne connais rien. D'accord? Je suis assez irrité par tous les gens d'Occident qui en parlent et qui ne connaissent pas plus l'arabe que moi, qui n'ont pas plus vécu là que moi, etc. Bon. Donc, c'est un peu irritant. Moi, j'essaye de comprendre ce qui se passe là où je suis, disons, là où je suis, ça veut dire en Europe et aux États-Unis, puisque je connais l'anglais, je regarde quand même souvent ce qui se passe aux États-Unis. Bon. Et donc, j'ai vécu là. Et donc, bon. Et je suis venu ici, d'ailleurs, c'était intéressant de l'avoir ici, écouter Samir Amin. Samir Amin, je trouve qu'il a une très mauvaise compréhension, par exemple, justement, de ces subtilités aux États-Unis, des conflits entre sionistes, non-sionistes, etc. Et entre intérêts capitalistes et militaristes, etc. Parce qu'il voit les États-Unis comme un bloc. Une vision très, en fait, française des États-Unis, communistes françaises assez classique et assez en bloc. Mais bon, sur le printemps arabe, là, il connaît mieux, il vit en Égypte, il connaît l'arabe et tout ça. Bon. Mais moi, mon impression, et là je la partage avec lui, c'est qu'ils n'ont pas prévu vraiment le printemps arabe. Je ne vois pas le printemps arabe, enfin en Égypte et en Tunisie, comme une un truc qui a été manipulé par les États-Unis. Moi, je ne le pense pas, parce qu'ils ont trop soutenu les dictateurs locaux jusqu'à la dernière minute. Et c'est vraiment quand c'est devenu impossible, ils ont essayé de tomber, ils ont dit « Ah, on n'est pas la démocratie, nos valeurs, etc. » C'est un ridicule complet, mais bon. Et donc, ils ont... Alors, évidemment... Mais évidemment, quand le printemps s'est étendu, ou alors éventuellement... De nouveau, il faut aussi se rendre compte aussi que les services de sécurité, l'armée américaine, etc., les ONG qui financent, c'est un truc gigantesque. Donc il n'y a rien de contradictoire à dire que la main droite fait une chose, la main gauche fait une autre. La CIA fait quelque chose, le département d'État ou le Pentagone fait autre chose. C'est pas contradictoire de dire qu'ils ont financé des ONG, qu'elles-mêmes ont financé des organisations qui ont poussé à la révolution, mais que le Pentagone n'était pas préparé, etc. Il y a toujours, quand il y a eu la guerre en Libye, par exemple, le type, j'oublie son nom à l'instant, mais qui dirigeait le département d'État, a dit qu'il fallait être fou pour intervenir en Asie ou en Afrique. Et après, il a été remplacé, j'oublie son nom maintenant, mais un type qui était à la tête du département d'État au moment de la guerre en Libye. Donc, de nouveau, il faut comprendre toutes les complexités, toutes les différences qu'il peut y avoir entre les gens. Mais pour revenir au printemps arabe, je pense qu'évidemment, quand le printemps s'est étendu à des ennemis officiels des États-Unis et d'Israël, c'est-à-dire la Libye et la Syrie, évidemment, là, c'est toujours la même histoire, ils prennent la position exactement opposée. Et donc, quand c'était leurs alliés, ils ont changé d'avis à la dernière minute, en essayant de contenir la révolution, en essayant... Alors, quelles sont les tractations qu'il y a entre eux, les frères musulmans, ou le Ennahda en Tunisie, ça, j'en sais rien, mais je suppose qu'ils essayent de... En gros, je pense que leur politique a toujours été, bon, peut-être des gens qui ne sont pas d'accord avec moi là-dessus, mais je pense que leur politique, c'est que la religion, c'est très bien tant que ça n'interfère pas avec le business, la stratégie géopolitique, etc. Donc quand la religion, c'est le Hamas et le Hezbollah, c'est pas bien. Quand c'est les talibans, c'est pas bien. Quand c'est les ancêtres des talibans qui luttaient contre les soviétiques, c'est bien, etc. En gros. Et donc je pense que dans la question de l'Égypte et de la Tunisie, la question est de savoir vers où penchent les religieux. Est-ce qu'ils vont simplement s'occuper de voiler les femmes et d'instaurer des lois musulmanes, on va dire, ou bien est-ce qu'ils vont avoir des positions radicales par rapport à Israël et aux États-Unis? Et encore une fois, aux États-Unis, tout le monde n'identifie pas les États-Unis et Israël. Il faut aussi se rendre compte de ça. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, comment s'articuler? Donc, je pense évidemment, mais évidemment, le problème de l'impérialisme humanitaire, c'est qu'évidemment, et ça, on va venir au troisième point avec les prises de position et de soutien et les pièges, c'est que, évidemment, dans le cas de la Libye, on est tombé dans le piège, enfin,
quand les événements sont apparus au printemps arabe, il y a eu cette réaction immédiate de soutien. D'accord? Il y a eu, dans la gauche, il faut soutenir le printemps arabe. Et puis, zouf, ça débarque en Libye, et là, c'est une insurrection avec une intervention de l'OTAN, etc. Comme toute la rhétorique du soutien s'était mise en route, ben, évidemment, les gens qui s'étaient mis dans la rhétorique du soutien se sentaient obligés de soutenir l'intervention. C'est pour ça que presque toute la gauche, enfin, certainement les trotskistes, le LCR, en France, vraiment, je vais surtout des exemples français, parce que je suis assez d'accord avec le PTB en général, mais en France, il n'y a pas de PTB, et pour toutes sortes de raisons, je suis souvent en France, et je suis souvent en contact avec des Français, et donc j'ai vu la LCR, j'ai vu le monde diplomatique, enfin, toutes ces positions, pour le moins, laissaient à désirer. Donc, la SCR, c'était vraiment aller à fond. Je n'ai pas amené, mais j'avais un tract, par exemple, d'une manifestation à Toulouse, en février-mars de l'année passée, qui appelait à faire quelque chose pour la Libye et qui accusait Sarkozy, et ça c'est le nouveau l'analyse marxiste, qui accusait Sarkozy de ne rien faire à cause des intérêts pétroliers de la France. Alors après, quand le CNT promet 35% du pétrole à la France, évidemment, ils ont l'air malins. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette analyse, entre guillemets, matérialiste de tout ramener au pétrole. Mais évidemment, les types qui appellent l'intervention, qui disent vous ne faites rien à cause des intérêts pétroliers, puis après on voit que les intérêts pétroliers sont encore meilleurs avec le CNT, ils ont l'air cons. Mais ils étaient tous là, et encore, il y a encore eu la Ligue des droits de l'homme, en fait, c'est surtout les organisations de gauche. Moi, je vois, surtout, il y a des manifestes avec Umberto Eco et avec Badinter, je ne sais pas quoi, pour protéger le peuple syrien, etc. Ça n'arrête pas des manifestations dans ce qu'on doit appeler la gauche, soit la gauche humaniste modéré, mais aussi l'extrême gauche. On pourrait avoir une situation comme on a eu dans la guerre froide, vous avez le PC qui est là, qui prend des positions anti-impérialistes, et puis les socialistes qui sont à la traîne de l'OTAN, ce qui était le cas, disons, dans les années 50, dans la guerre froide, mais ce n'est pas du tout le cas ici, parce que vous avez la gauche qui est pour l'intervention. En fait, c'est difficile, c'est pénible à le dire, mais au moment de la guerre en Libye, la seule personnalité française avec qui j'étais d'accord, c'était Marine Le Pen. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Enfin, parce que je parle des personnalités, je ne parle pas d'individus. Il y a des tas d'individus avec qui j'étais d'accord, avec qui je suis d'accord sur d'autres choses. Mais c'est elle qui a pris une position la plus ferme, parce que Mélenchon n'a pas pris position. Il a dit non, il était pour l'intervention de l'OTAN, puis quand elle a changé de nature, il s'est un peu remis. Mais j'ai fait une analyse d'ailleurs, parce qu'on m'avait reproché d'aller un peu vite, alors j'ai fait une analyse qui est sur le site de Michel Collomb, j'ai repris tous les textes du PC, des Trotz, de tout ça, et bon, il n'y avait rien qui était non merci, quoi. Je veux dire, il y avait vraiment il n'y avait rien qui était très clair. Il y a des gens au PCF qui ont eu d'assez bonnes positions, on va dire, d'accord? Mais c'est tout. Et maintenant, sur la Syrie, Mélenchon a l'air de prendre... Donc je pense que la campagne Mélenchon a recadrer un petit peu les choses. On me reproche d'être trop critique de lui, mais c'est parce que je trouve que, si vous voulez, c'est une considération assez générale, mais je trouve que le discours de la gauche en France, mais aussi en Belgique un petit peu, en dehors du PTB, ça a été l'extrême gauche aussi, ça a été ce qu'on appelle la gauche bobo, c'est-à-dire ça a été la gauche 68arde qui, à partir de Mitterrand, s'est institutionnalisée dans l'appareil d'État, dans les médias, etc., et qui a dominé le discours, et dont la politique étrangère est dominée par ce que j'appelle l'impérialisme humanitaire. Mais j'aurais beaucoup de choses à dire sur la politique intérieure aussi, mais on s'est trouvé dans cette situation, et alors on s'est trouvé dans cette situation surréaliste où Michel Collomb, on lui a interdit de parler à la Bourse de travail de Paris sous les pressions de soi-disant anarchistes. Ça, c'est pour vous montrer la situation en France. Michel Collomb devait parler à la Bourse du travail. La Bourse du travail, c'est une institution qui remonte au début du XXe siècle, et qui est géré par les syndicats, donc la CGT, etc. Il était invité par un groupe, en fait, de Marocains, enfin des gens, le groupe du 20 février, si je ne me trompe, quelque chose comme ça, et il devait parler là, et ils ont fait pression, la CNT, donc les descendants, soi-disant, des anarchistes espagnols, de la Confédération nationale du travail, qui est la CNT-FAI, c'était la fédération anarchiste pendant la guerre d'Espagne, ont fait pression sur... donc c'est un petit groupe en fait, ils ont réussi à faire pression en disant oui, Michel Collomb, l'extrême droite, Kadhafi, soutien au dictateur, etc. Et le type s'est retrouvé sur le trottoir, il y a une vidéo où vous voyez pauvre Michel qui est sur le trottoir, il ne peut pas rentrer. Même aussi, on a eu ce problème sur la Syrie, on a eu des problèmes de salles annulées, etc. Et presque toujours sous la pression de... Donc c'est pour vous donner un peu le degré de... le degré où on a une extrême gauche qui est encore pire que la gauche, et la gauche est encore pire que la droite, et sûrement que l'extrême droite. C'est tout à fait bizarre. Donc pour revenir à la... Bon, je vais essayer de me refocaliser un peu. Excusez-moi si je fais des digressions. Donc moi, je dirais après... Alors, prise de position et de soutien.
Alors, je ne sais pas, il y a un passage dans le bouquin, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, qui s'appelle la rhétorique du soutien. La rhétorique du soutien. Alors, en fait, là, je critique deux trucs, si vous voulez. C'est que, bon, c'est-à-dire que moi, je suis très... donc, il y a le nini que je discute. Dans le nini, on n'est même plus dans le cas de la Libye, on n'était même plus dans le nini. La Syrie non plus. Mais, oui, il y a un truc encore que je veux dire, c'est ceci. C'est lié à la rhétorique du soutien. Excusez-moi si je n'ai pas tout à fait préparé un exposé comme ça, mais bon. C'est la rhétorique du soutien, c'est que vous avez le problème du nous devons faire quelque chose. J'ai tout le temps entendu, nous devons faire quelque chose pour la Syrie, la Libye, etc. Nous. Mais la question, c'est qui est le nous? Encore maintenant, j'ai une liste de discussion liée au Bruxelles Tribunal, on dit oui, nous devons soutenir, etc. Bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire que moi je vais soutenir les rebelles quelque part dans le monde, ou Assad pour cette question? Parce qu'il y en a parfois qui disent non, on doit soutenir, ou même les Palestiniens. Qu'est-ce que ça veut dire que moi, Jean-Bric Mon, ou vous, ici à Intal, vous soutenez X ou Y quelque part ailleurs dans le monde? Quand on y réfléchit, c'est simplement du narcissisme, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que vous n'avez pas les moyens, ou bien vous allez là, comme coopérant ou comme combattant. Alors on parle de la guerre d'Espagne, ben allez vous battre, bon il y a des jeunes, vous prenez les armes et allez vous battre. Alors vous allez vous battre dans n'importe quel camp. La guerre d'Espagne, les gens ils allaient vraiment se battre, ils allaient vraiment mourir. Hein. Et Malraux, Hemingway, tous ces gens-là, Orwell, ils se battaient. Bon, moi je n'ai pas spécialement envie d'aller me battre, je n'ai pas tout à fait l'âge, et de toute façon j'ai jamais eu beaucoup envie de me battre militairement, donc je ne le fais pas. Mais si je le fais pas, qu'est-ce que je fais? C'est pas le fait de manifester ici qui va faire plaisir à l'opposition ou au gouvernement, d'accord, de ces pays-là. Les manifestations ici, elles ont un interlocuteur, elles ont une personne sur qui ils font pression, c'est le gouvernement belge. Mais toute la politique qu'on fait, toute l'agitation qu'on fait, tout le soutien, c'est toujours vis-à-vis du gouvernement belge ou des gouvernements de l'OTAN. Et là, quand on dit nous devons faire quelque chose, la question c'est qui c'est nous? En fin de compte, le nous fait comme si l'Occident tout entier était un gigantesque nous, sans contradiction de classe, sans contradiction d'opinion, sans divergence, et où nous, en fin de compte, les gouvernements occidentaux doivent agir, et en fin de compte, l'OTAN. Et donc, le nous devons faire quelque chose, ou nous devons faire que les écolos nous ressortent, que les trotskistes nous ressortent, etc., j'ai toujours envie de leur dire, mais vous ne faites rien, parce que vous n'avez rien fait, vous êtes trop faible pour faire quoi que ce soit. D'accord? Et donc, quand je parle la rhétorique du soutien, je suis très critique parce qu'il y a des gens qui prennent le truc inverse. Ils disent il faut soutenir Kadhafi, il faut soutenir Assad, mais c'est tout aussi ridicule que soutenir les rebelles parce qu'ils n'ont pas les moyens de soutenir. Ou bien ils vont là, ils se battent, etc. Ou ils donnent de l'argent s'ils ont de l'argent. Vous avez de l'argent, moi j'ai pas d'argent. Je veux dire, on n'est ni riche, on n'a pas d'armes, on n'a pas envie de se battre. Alors cessons de dire qu'on soutient des mouvements à des milliers de kilomètres d'ici. Soutenons une alternative politique dans nos pays. C'est ça le truc, mais ça c'est très difficile, parce que autant c'est rhétoriquement agréable et gratifiant de dire je soutiens, mais alors ça devient comme un match de foot, vous regardez une TV, vous dites, moi je soutiens Anderlecht, mais Anderlecht il s'en fout complètement de savoir ce que vous dites devant votre TV. Et donc, mais c'est la même chose avec les autres, moi aussi, quand j'ai regardé sur Al Jazeera, parce que je regardais Al Jazeera à l'époque des manifestations en Égypte, j'étais content de voir les manifestations en Égypte, mais je n'aurais pas été dire dans la rue je soutiens les manifestations, c'est trop ridicule pour être dit, mais les gens n'arrêtent pas de dire ça. Le pire soutien, c'est les Palestiniens. Les gens n'arrêtent pas de dire qu'ils soutiennent les Palestiniens, mais ils ne me disent jamais ce qu'ils font. Bon, s'ils vont sur place et ils font des trucs, etc. Mais moi, je dis toujours, le truc principal pour soutenir les Palestiniens, c'est changer la politique ici. Et pour changer la politique ici, c'est très simple. C'est très simple. Il faut lutter pour que les hommes politiques belges puissent s'exprimer librement sur la question. Il faut lutter contre la censure, le lobby, la pression, etc. C'est tout. Vous faites sauter ça, et le truc saute. Parce que les gens ne sont pas pro-israéliens, ils ne le sont plus. Et Israël ne nous sert à rien, il n'y a pas de pétrole en Israël, il n'y a pas d'intérêt pétrolier, etc. Il n'y a pas d'intérêt géostratégique, Israël n'en fait qu'à sa tête, ils ne servent pas les Américains, etc. Et ça, c'est assez tragique parce que toute la rhétorique du soutien nous empêche de travailler là où on est. Mais seulement, ce qui est vrai, et ça je le constate moi-même avec les petites expériences dont je parle en France, c'est que si vous essayez d'agir ici, plutôt que de vous lancer la rhétorique du soutien,
alors vous risquez des ennuis, en tout cas en ce qui concerne Israël. Ça, c'est toujours, ils sont pas très, les supporters d'Israël, ils sont pas tellement ouverts au débat. Et donc, vous avez, ils n'ont pas beaucoup de sens de l'humour non plus. Donc, vous avez le problème que vous heurtez à cette hystérie. Et en plus, évidemment, quand il s'agit de l'impérialisme humanitaire, quand il s'agit d'autres questions qui sont un peu plus profondes, parce qu'encore une fois, l'impérialisme humanitaire fait partie de l'idéologie dominante, le soutien à Israël, plus. Ça l'a fait dans le temps, mais plus. Donc, si vous voulez, vous avez, si vous heurtez à l'idéologie dominante, ben vous avez des problèmes que les gens, que les hétérodoxes ont toujours eu. Mais le travail, il est ici. Ça ne sert à rien. Et alors, le rhétorique du soutien vous isole. Je prends un exemple. Bon, je ne sais pas s'il y a des gens du PTB ici, mais qui était un truc que moi j'ai bien connu, évidemment, dans ma jeunesse, et qui était le débat entre les staliniens et les trotskistes, et avec les maoïstes aussi. Et d'une certaine façon, tout ça, c'était fantasmatique quand on y réfléchit, parce que d'une part, Staline et Trotsky étaient morts depuis longtemps, même quand j'étais jeune, je suis quand même pas d'abord 53. Enfin, et donc, comment dirais-je, et le débat sur le maoïsme était complètement, quand les Chinois, c'est un truc qui m'a toujours frappé, c'est quand les Chinois ont changé, ben les maoïstes ici se sont trouvés gros gens comme devant, parce que les Chinois changeaient, alors on ne savait pas quoi dire. Et donc, moi j'étais pas maoïste, mais ils ne savaient pas quoi dire, parce qu'ils pouvaient dire aux Chinois, mais vous savez, nous on vous a soutenu, il ne faudrait pas que vous changiez, parce qu'on a l'air fin maintenant. Donc ils avaient l'air fin, et quand les soviétiques ont eu la déstalinisation, par exemple, c'était une catastrophe dans le mouvement communiste international, mais ils ne pouvaient pas dire aux soviétiques, non, il faut garder Staline, eux ils ont changé parce que pour des raisons internes à leur propre société, et pas parce que... Et donc, c'est toujours un problème aussi, c'est un problème que je dis aussi maintenant avec Cuba et le Venezuela, surtout le Venezuela, parce que le Venezuela est devenu notre Union soviétique, si on veut, et alors les gens soutiennent le Venezuela, ils admirent Chavez, etc., etc., mais si jamais Chavez déconne, ou s'il est renversé, ou s'il perd les élections, on ne sait jamais, ou s'il meurt, et puis son successeur est un imbécile, en fait, on ne sait pas ce qui peut se passer. Nous, on va de nouveau... On s'isole de la société, parce que la société belge, en plus, les gens ordinaires, les gens à qui on devrait parler, ou y compris même beaucoup d'hommes politiques, ne comprennent pas cette rhétorique du soutien, parce que les gens, ils sont en Belgique, ils se préoccupent de ce qu'on fait en Belgique. Alors, ce qui est important, et ça c'est presque tout ce que j'écris, je passe mon temps à ça, c'est faire comprendre la perspective politique des autres. Comme j'ai dit quelque part, il y a tout le multiculturalisme. Le multiculturalisme, il dit toujours, voilà, il faut comprendre, je ne sais pas, la musique africaine, la nourriture indonésienne, je sais pas, arabe, je ne sais pas quoi. Et donc on essaie toujours de nous apporter les autres cultures et de nous dire, voilà, vous devez partager les autres cultures. Mais je trouve que dans ce baratin parce que c'est beaucoup de baratin multiculturel, il y a une ignorance totale des perspectives politiques des autres peuples, de la compréhension. Personne ne cherche à comprendre, par exemple, pourquoi Poutine a été réélu. Je veux dire, pourquoi il a été réélu. Moi, si je me place du point de vue des Russes et vu de l'histoire de la Russie, je peux comprendre pourquoi les gens votaient pour lui. Je pense que des gens ont voté pour lui. Et ce n'est pas que de la propagande. Je peux comprendre aussi pourquoi les Iraniens ont le point de vue qu'ils ont. Je ne sais pas exactement ce qu'ils pensent, parce que c'est peut-être un peu plus difficile, mais... Et je pense qu'on peut aussi comprendre pourquoi les Latinos sont contre... Par exemple, en France, les Latinos, on dit oui, mais les Latinos, ils étaient contre la Libye parce que l'anti-impérialisme, mais ils ne peuvent pas comprendre pourquoi ils sont anti-impérialistes. Ils ont de bonnes raisons d'être anti-impérialistes. Ils ont de bonnes raisons de considérer que, comme dit le chant nicaraguayen, l'hymne sandiniste, en tout cas dans la version originale, nous luttons contre les Yankees, ennemis de l'humanité, des ennemis de l'humanité. Je veux dire, s'ils ont dit ça, c'est parce qu'à cause de l'histoire d'Amérique latine, ils avaient tout à fait raison de voir les choses de ce point de vue-là. Et ça, je trouve que c'est important, d'essayer de faire comprendre les perspectives politiques des autres pays, pour justement affaiblir les préjugés, l'hostilité, etc. Le fait de se recentrer sur nous-mêmes et de dire qu'est-ce qu'on propose pour la Belgique et qu'est-ce qu'on dit aux Belges, aux Français, enfin bon, aux Européens, c'est pas que la Belgique, mais je veux dire, ça pour moi c'est la question cruciale. Et la rhétorique du soutien, souvent, a tendance à se faire des illusions sur une espèce d'action à distance qu'on exercerait sans avoir les moyens, et à nous isoler à partir du moment où on rentre dans des querelles byzantines en disant oui, tu ne peux pas soutenir l'Iran, mais bon, vous êtes pour la guerre, vous êtes contre la guerre. Puis une fois que c'est terminé, c'est terminé. D'accord, moi, après, ce que vous pensez du régime iranien, c'est votre affaire, c'est comme l'Union soviétique, c'est comme tout le reste. Et ça, je pense que ça, c'est un peu, je sais quand je dis, bon, j'espère maintenant on va ouvrir le débat, mais je sais quand je dis ça, je ne sais pas, je ne vous connais pas personnellement, mais je sais quand je dis ça à des gens qui se voient comme radicaux, révolutionnaires, etc., ça passe en général assez mal parce que justement, ça manque de romantisme. Et le grand défaut des révolutionnaires, c'est d'être romantique. Je vais laisser arrêter là-dessus.